Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler d'un livre, évidemment, on ne perd pas l'objectif principal de notre existence. Donc le livre du jour sera Un parfum de rose et d'oubli de Martha Alkeli. Alors pourquoi j'ai lu ça ? C'est la question qu'on peut se poser, non. En fait, à mon avis, c'est le résumé qui m'a eu l'air bien, parce que sur le papier, ça parlait de la Russie de l'époque de la Première Guerre mondiale, donc de la révolution bolchevique et tout, mais du point de vue de femmes nobles qui ont vu justement tout s'écrouler autour d'elles. Je me suis dit que c'était une manière originale de parler de la Première Guerre mondiale et de voir un point de vue qu'on voit pas d'habitude. Je pense que c'est pour ça que ça m'a donné envie de le lire. Et du coup, le résumé. Alors, on suit 3 femmes. Il y en a 2 qui sont amies. Il y en a une, c'est une américaine, mais qui a eu des amis russes et qui du coup va en Russie au début. Il y en a une donc, qui s'appelle Sofia, qui est une russe, une noble russe qui doit être de la famille du tsar, etc. Donc elle est riche, elle a plein d'amis riches, elle va voir justement le tsar au début, etc. Elle fait des soirées mondaines, machin, enfin elle a des préoccupations de bourge. Je sens que je vais pas arriver à cacher mon mépris à des moments, hein. Je suis désolée, je suis qu'une sale bolchevique. Et sinon on suit Varinka, qui est, elle, une pauvre qui vit avec sa mère et un individu pas très clair qui s'appelle Taras. Donc on va pouvoir se dire Nick Taras, etc. parce qu'il est pas cool hein, comme mec. Qui est censé s'occuper d'elle, entre guillemets, mais qui est plutôt flippant et louche, et qui lui traîne justement avec un mec qui s'appelle Vladi et qui aime bien parler des gens, hein, comme c'est surprenant, qui fait partie des bolcheviks et du coup qui va défoncer des nobles. Donc voilà, on va avoir un peu les deux côtés, le côté des pauvres et le côté des riches, et le côté d'une américaine qui est un peu neutre, mais qui est quand même vachement du côté des riches, vu qu'elle est amie avec Sofia, elle a envie qu'elle s'en sorte, etc. Donc voilà, donc on va suivre 2 riches superficiels. Oui, je sais, les jugements de valeur, mais bon, c'est mon résumé, je fais ce que je veux. Et une pauvre qui est plutôt intelligente pour une pauvre parce qu'elle parle quand même français. Enfin, c'est genre sa mère lui a appris plusieurs langues. Apparemment, elle est pas non plus comme la moyenne du pauvre de base qui traîne en Russie, quoi. Elle est quand même plutôt instruite, même si elle a 14 ans et qu'elle vit à l'arrache dans une petite cabane avec pas grand chose et qu'il y a au début de l'histoire on voit des précepteurs d'impôts qui viennent et qui leur prennent sa bouilloire qui était la seule chose précieuse qu'elle avait et du coup elle s'en servait pour faire chauffer de l'eau pour sa mère qui était malade et tout et ils lui prennent et ils se cassent. Donc on se dit, les connards et tout. Mais du coup, moi j'ai tout de suite eu plus d'empathie et d'intérêt pour elle, alors que les riches, au début, on les voit qui vont justement à des soirées mondaines et machin. Et je me faisais chier quand j'étais avec elle. Enfin bon, là je rentre déjà trop dans le détail et dans le partiel et partial, alors que j'étais sur le résumé général. Mais bon, donc le résumé, c'est on va suivre ces 3 filles-là pendant la Première Guerre mondiale et pendant qu'on va voir justement le tsar et tous les nobles, etc., s'écrouler, perdre tout leur pouvoir, leur prestige, leur argent, se faire défoncer, voler, tuer, piller, chasser par les bolcheviks. Non, il n'y avait pas de jubilation dans ma voix, non, c'est pas vrai. Et du coup, voilà, on va suivre ça du point de vue de ces 3 filles. Alors, l'histoire, c'est ça. Du coup, comme je vous dis, au début, les 2 riches, j'avais vraiment du mal à les supporter. Parce qu'elles étaient en mode, se préoccupaient de quelle robe elles allaient mettre et de comment elles allaient parler à machin et qu'est-ce qu'elles allaient dire à la comtesse de trucs et puis voilà, dans quel ordre on va les voir et puis qu'est-ce que tu fais dans ta soirée et puis machin, comment ta robe est belle et trucs. J'en avais rien à foutre, je me faisais chier de ouf. Alors après, il y a un moment où il y a dans la rue un mec qui essaye de leur voler leurs bijoux. Et donc il y en a une qui est en train de se dire « Oh mon Dieu, ils vont me prendre les émeraudes de ma mère et tout ». Et finalement, il y en a une autre qui les défend et ça n'arrive pas. Et moi, je me disais, j'imagine que cette scène est censée nous donner un peu d'empathie pour elles en nous disant « Oh là là, elles se font agresser, les pauvres ». Mais moi, je me disais elles sont là dans le luxe en train de pas se demander si les autres gens ont des problèmes autour d'elles et elles sont en mode oh là là les pauvres ils osent de plus en plus de trucs, pourquoi ils font ça, c'est vraiment pas possible, ils sont mal élevés, de nos jours le monde part en vrille et tout. Ils se demandent pas du tout si ça vient de leurs privilèges à eux, de leur façon de vivre et tout ça. Donc encore une fois j'avais pas beaucoup d'empathie, hein. C'est moi encore une fois. Donc le concept c'est de voir la révolution bolchevique du point de vue
non seulement des riches et des pauvres d'un côté, mais surtout du point de vue de femmes. J'ai quand même remarqué, parce qu'au début du livre, le livre lui-même se la pète je sais pas si c'était juste édition numérique, mais le livre se la pète en mettant plein d'avis positifs dessus, et c'était toujours des trucs, des blogs genre meslivreféminins.com, enfin je caricature, mais globalement c'était des trucs comme ça, et c'était que des avis de filles. Et je me dis, mais est-ce que ce serait un livre de féministe ? Je me suis posé la question parce que ça m'a vraiment un peu perturbée. Et du coup, j'ai quand même l'impression qu'un des concepts directeurs de ce livre, c'est d'être exclusivement du point de vue des femmes. Et en fait, moi, c'est peut-être un peu ce qui m'a dérangée parce que, comme je vous dis, les femmes, encore Varinka, ça va. Mais les deux autres, tant qu'il leur arrive pas des merdes qui font que leur famille est en danger, qu'elles sont au bord de la mort, que leurs maris sont morts ou machin, elles sont juste en train de se préoccuper de leurs vêtements, de leur prestige, leur machin. Moi, je suis désolée, je trouve ça juste méprisable. Donc, quand elles souffrent, j'avais un tout petit peu plus d'empathie pour elles. Et ça me dérangeait plus de les lire, en tout cas. Mais dans les débuts, je me faisais chier, je me faisais chier, j'aimais pas les persos, et je me disais, mais pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je me suis demandé si j'allais arrêter. Mais après, ça va, parce qu'elles ont pris cher. Donc le déroulement de l'intrigue, c'est ça. Vous allez voir 2 filles riches qui vont prendre cher. Bon, la pauvre aussi. Vous allez voir 3 filles qui vont prendre cher, dont 2 riches et une pauvre. Du coup, celle qui est aux États-Unis, elle va pas prendre cher du point de vue de la guerre, entre guillemets, même si ça va la perturber de savoir que ses amis sont menacés ou qu'il leur arrive des trucs, etc. Mais il y a son mari qui va mourir et elle va galérer à s'en remettre, et puis elle va essayer d'héberger des femmes russes aux États-Unis, des femmes nobles russes, du coup, qui ont fui le pays parce qu'il y avait les bolcheviks. Du coup, j'imagine que c'était le perso le plus noble et le plus sympa des 3. Moi, comme je vous disais, j'avais pas trop de capacité à supporter les riches russes. Du coup, j'étais mitigée à l'idée de leur venir en aide. Cela dit, comme elles étaient quand même... Enfin, il y en a certaines qui étaient quand même exaspérantes, même quand elles étaient dans la merde, elles étaient toujours un peu en train de se la péter. Elles étaient en mode, je suis la princesse de machin, je suis la baronne de... la comtesse de machin, de trucs. Et tu sentais qu'elles avaient du mal à réaliser que... elles étaient plus rien en fait. Donc moi j'étais plus en mode oui bah c'est bien fait pour vos gueules, bande de saloperies. Mais il y en a certaines qui étaient plus touchantes que d'autres, on va dire. Mais voilà, donc le déroulement de l'intrigue, vous allez suivre donc cette femme aux États-Unis qui arrive à... Alors vraiment, comme je vous disais dans les résumés du début, il disait oui, les histoires de femmes fortes, machin, des femmes, des exemples, des trucs... Bon, j'ai vraiment l'impression que, du coup, ouais, il y a une espèce de mouvance féministe. Je sais pas si l'auteur en fait partie ou si c'est juste qu'elles se sont appropriées, mais il y a un espèce de délire féministe, j'ai l'impression, autour de cette histoire. Moi, je l'ai pas du tout pris en compte et ça m'a pas empêché de le lire et d'apprécier un minimum. Il y a un côté cucu, et du coup, c'est peut-être à cause de ça. En tout cas, le déroulement de l'intrigue, donc vous allez voir des femmes qui vont prendre cher, et dans les moments où elles prendront le plus cher, du coup, l'histoire est quand même plutôt sympa. Il y a relativement de l'action et... c'est surtout, vous allez voir comment elles vont réagir, comment leur monde va s'écrouler, comment elles vont essayer d'y survivre, de s'en remettre, etc. Réellement, ça va. Mais c'était pas le livre de... Enfin, c'était pas de la folie non plus. La fin, j'y reviendrai. Du coup, les personnages, voilà. Les filles riches, on essaye presque toujours de nous dire qu'elles sont sympas, de nous donner de l'empathie pour elles et tout ça. Moi, j'avais vraiment du mal à y croire. Même si, effectivement, Sophia et sa sœur, elles ont des côtés fortes et... elles sont plutôt intelligentes. Et on se rend compte que les pauvres qui leur pourrissent la vie, ils sont un peu débiles. Mais même s'ils sont débiles, en fait c'est juste triste, je veux dire. On voit d'un côté des espèces de gros porcs, et d'un autre côté des espèces de loups affamés, quoi. Mais des loups, ça reflète pas assez bien le côté débile, donc après, n'importe qui en étant affamé devient débile, donc c'est un bien grand mot, mais je trouve que, justement, cette autrice, elle a beaucoup insisté sur le côté où les pauvres, ils cassent tout, ils respectent rien, genre ils rentrent dans la maison, ils cassent les carreaux, ils crachent sur les tapis, ils pissent sur les soies précieuses, machin, donc je trouve ça à la fois probablement réaliste, un peu cliché, assez énervant, et en même temps, je me dis, c'est possible en fait, enfin, c'est réaliste que les pauvres soient cons, mais pourquoi les pauvres sont cons ? C'est parce que les riches ont fait en sorte qu'ils soient pas instruits aussi, donc ça m'a pas donné vraiment d'empathie pour les riches, le fait que les pauvres soient cons, même si du coup ça m'en a pas donné pour les pauvres non plus, et c'est ce qui aurait pu faire et qui a dû faire quand même que j'ai pas non plus trop kiffé ce livre, parce que du coup, j'arrivais à aimer personne en fait. Donc les personnages, finalement... En fait, ils sont tous relativement égoïstes, et je sais pas si c'est fait exprès, parce que plein de gens ont parlé de la grandeur d'âme des filles, qui étaient des personnages forts, et des exemples et machin. Alors effectivement, Elisa, l'américaine, elle ouvre... elle héberge des filles russes, etc. Ouais, enfin, elle le fait parce qu'elle a une amie qui est dans cette situation, et que, du coup, elle est forcée, entre guillemets, d'avoir de l'empathie pour ces femmes-là. Je dis pas que c'est pas bien pour autant, mais...
On comprend très bien pourquoi elle le fait, et il n'y a pas une grandeur d'âme particulière. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un truc de ouf non plus. Après, oui, elle se fait mal voir par l'espèce de bourgeoisie bien pensante américaine de base, et du coup, il y a un minimum de courage là-dedans. Mais pour moi, ça casse pas non plus des briques. Et puis Sofia et Varinka, les deux, elles font des trucs de connards et des trucs plutôt cool, selon les moments. Elles passent quand même par beaucoup d'étapes de connasses, donc d'une certaine manière, c'est plus réaliste. Mais encore une fois, c'est pas pratique pour aimer les persos. Et j'ai pas trop compris ce que l'auteur essayait de faire, parce qu'apparemment, plein de gens ont eu l'air de trouver que c'était des persos féminins exemplaires et machin. L'autrice elle-même dit qu'elle a aimé... Enfin, que c'est des persos qu'elle admirait et qu'elle a essayé de mettre en scène, etc. J'ai du mal à comprendre en quoi ils sont admirables. Je les ai trouvés entre le quelconque et le chiant. Moi, j'ai pas trouvé que les personnages étaient stylés. J'ai pas du tout trouvé que les personnages c'était un point fort. L'apparence, ouais, si vous voulez voir des descriptions de tenues des bourgeoises russes du début du XXe siècle, ça peut être intéressant. On a beaucoup de descriptions de bijoux, de vêtements, de machins comme ça, même des endroits d'ailleurs. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si c'est pas le truc qui m'intéresse le plus dans l'univers. Sous les personnalités, comme je vous disais, les filles ont tendance à être cucu, ce qui est pas irréaliste, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi du coup les féministes s'emballent là-dessus, parce que ça rentre complètement dans un cliché. Donc comme l'auteur a dit qu'elle a essayé de faire des persos qu'elle admirait et tout, peut-être que c'est elle qui est cucu, parce que concrètement ça se retrouve dans les trois filles, ce côté cucu. D'ailleurs les trois filles se ressemblent assez. Évidemment Varinka est celle qui diffère le plus parce qu'elle est pauvre, mais elle diffère surtout parce que son environnement est différent, et d'une certaine manière, c'est celle qui se comporte le plus comme... Enfin, je sais pas comment dire. Non, elles se comportent toutes comme des égoïstes. Le truc, c'est que les riches, c'est plus dans leur côté... elles se préoccupent que d'elles-mêmes, elles pensent pas aux pauvres, et quand elles y pensent, elles se disent « On comprend pas pourquoi ils sont pas contents, pourtant notre père, il a fait quelque chose pour eux, il leur a donné du travail. » Donc, ça me donne envie de leur foutre des tartes à chaque fois. Mais... Voilà, mais du coup, Varinka, vu qu'elle est pauvre, quand elle se dit ouais, il s'occupe quand même pas trop de nous et machin, on se dit qu'elle est légitime, donc là-dessus on tilte pas trop. Par contre, du coup, elle vole l'enfant de Sofia, donc on se dit ouais, c'est quand même un peu abusé. En même temps, est-ce que c'est abusé par rapport à ce que les riches, eux, ils font comme truc égoïste? Mais par contre, c'est vrai qu'elle le fait d'une manière relativement énervante, parce que elle assume pas le fait qu'elle fait souffrir sa mère. Elle dit oh non, c'est bon, elle s'en occupait pas, et puis moi je l'aime vraiment. Enfin, elle a l'air d'être dans le déni, et puis en plus par la suite elle passe à autre chose dans sa tête et elle commence à plus trop y tenir. Donc après elle est jeune, donc entre guillemets pour une adolescente ça paraît pas irréaliste de vouloir un enfant en mode oh il est petit, il est mignon, je le veux comme un animal ou comme une peluche, puis après d'en avoir rien à foutre et de partir dans un autre délire. Donc c'est pas incohérent, mais encore une fois c'est pas des persos qu'on peut aimer quoi, qui fonctionnent comme ça. Je sais pas, moi ça me révulse quoi. Donc encore une fois, elle c'est celle que je préférais au début parce que elle m'énervait pas vu qu'elle était pauvre, mais rapidement elle m'a énervé quand même avec justement son comportement complètement égoïste quoi. Donc les personnalités c'est bizarre, mais moi je les ai trouvées extrêmement égoïstes, nombrilistes, tout ce qu'on veut, même si vous allez me dire ils viennent en aide aux pauvres. On insiste plusieurs fois sur ce que Elisa fait, puis Sofia aussi a fait des trucs en allant à Paris, en elle-même étant dans la merde. Elle a quand même pris le temps d'aider des filles qui étaient encore plus dans la merde qu'elle, etc. Bah voilà, Elisa, elle l'a fait parce qu'elle voulait retrouver Sofia, qui était sa meilleure pote, et qu'elle a essayé d'aider des filles en se disant elles pourront peut-être me parler de Sofia, elles pourront peut-être m'aider à retrouver Sofia. Et Sofia, elle l'a fait parce qu'elle était dans la même situation quasiment que ces filles-là. Ça en fallait d'un cheveu qu'elles soient dans la même situation. Et puis c'était des filles des fois qu'elle connaissait dans sa vie d'avant, etc. Donc en fait ça paraît juste logique. En tout cas pour moi, il n'y avait pas de grandeur d'âme ou de sacrifice là-dedans, ça me paraissait juste logique. Et par contre tous les trucs dégueulasses qu'elles ont fait, ils me paraissaient plutôt contre-intuitifs perso. Pour moi, elles avaient des personnalités vraiment antipathiques toutes. Et apparemment ça n'a pas l'air voulu de la part de l'auteur, et je trouve ça bizarre, plutôt désagréable, et ça me donne pas envie de continuer avec cet auteur. L'évolution, vous allez voir des filles qui vont prendre cher et qui vont s'en relever. Alors sur le papier ça peut être cool, mais dans la pratique, elles prennent toutes les trois chères d'une manière relativement équivalente et elles se relèvent toutes les trois en même temps et d'une manière équivalente. Moi, j'ai du mal à y croire. Alors vous allez me dire c'est une commodité littéraire, on va dire, mais en plus, elles vivent les mêmes choses. Je veux dire, elles ont tous les trois eu un problème avec un mec. Et petit spoil, mais elles finissent toute la fin heureuse avec un nouveau mec qu'elles ont rencontré à peu près en même temps et avec qui l'histoire se concrétise à peu près en même temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce cliché que l'idéal d'une meuf, pour qu'elle soit épanouie dans la vie, c'est d'avoir un mec. Et après, c'est des féministes qui tripent sur ce livre-là. Je ne comprends pas. Sincèrement, pour moi, ça s'est mis à ressembler, dans cet aspect précisément, en tout cas, ça s'est mis à ressembler aux plus mauvaises romances que j'ai pu lire.
dans le sens les plus prévisibles, les plus sans intérêt, les plus creuses, les plus vides, parce qu'en plus les persos masculins ils sont post-it, et les persos féminins sont cucu, exaspérantes, et tout ce que vous voulez. Donc vraiment le côté romance pour moi il était juste mauvais, et ça prend quand même relativement de place. Enfin ça prend pas tout, parce que la majorité c'est quand même le contexte historique, heureusement, parce que ça c'était bien. Mais voilà, il y a genre un tiers de romance qui est à gerber. Enfin, peut-être pas à gerber, mais en tout cas à donner mal au ventre et à se demander si on va gerber. Donc voilà, non, pour moi, l'évolution, ça sonnait plutôt faux. Même si ça paraît logique d'évoluer quand t'as toute ta famille qui s'est fait buter, quand t'as pris cher, quand t'as changé de vie. Mais bon, le livre était censé mettre en scène ça, et je trouve pas qu'il est super bien mis en scène. L'univers des lieux et créatures, c'est notre monde, c'est historique, et pour le coup, comme je vous disais, les descriptions de personnages, de lieux, etc. sont stylées. Globalement, même la manière de mettre en scène l'histoire est plutôt stylée. Le fait justement de nous montrer des aventures de personnes précises, mais qui sont représentatives de ce qui s'est passé dans la globalité, et qui nous montrent que la société s'effondre, mais du point de vue d'une personne précise, enfin de 2 ou 3 personnes précises, ça c'était bien, c'était vraiment bien fait. Le côté historique était bien fait, donc c'est pour ça que c'était pas non plus trop naze. Logique et cohésion, le côté historique ça, c'était logique parce que c'était la réalité, et le côté privé, le côté improvisé, le côté fiction, pour moi il était pas logique, il était pas intéressant, enfin vraiment, voilà quoi, les mises en scène, je vous dis, de trucs par rapport à leur mec, non, c'était juste cucu et inintéressant. Mystère et découverte, non, pour moi, il y en avait pas trop. Alors, le problème que j'ai vraiment eu avec ce bouquin, je remets les mots dans l'ordre, c'est que le premier tiers, je me suis fait chier. Le deuxième tiers, je me suis dit, ça commence à devenir cool. Et en fait, à partir des 3/4 du bouquin, donc globalement, il y a eu un quart, je dirais, du bouquin où j'étais prise dans le suspense, et je me disais, putain, c'est devenu bien. En fait, une fois que les filles ont pris suffisamment cher, qu'elles ont été vraiment dans la merde et tout, j'ai commencé à avoir de l'empathie pour elles, et à me préoccuper de leur sort, et à avoir du suspense en me disant, putain, qu'est-ce qui va leur arriver. Mais le dernier quart, on a eu les résolutions en mode ultra happy end, qui allaient pas du tout, je trouve, avec le reste de l'histoire. Limite, au départ, moi, j'y croyais pas, et je me disais, non, mais ça va pas marcher leur truc, c'est pas... Enfin, ça me paraissait évident que ça allait mal tourner, que ça pouvait pas se passer bien, que ça allait pas se passer comme ça. Et quand l'histoire s'est finie en mode ouais, en fait, maintenant tout va bien, ils vécurent heureux avec leur mec, etc. J'étais en mode, mais what? Et là, vous allez me dire, mais tu spoil, mais je préfère vous spoiler sur le fait que ça se termine en happy end cucu, parce que si vous espérez que ça va être réaliste sous prétexte que c'est de l'histoire, vous vous trompez, et c'est vraiment le défaut pour moi de ce truc. Donc du mystère et de la découverte, il y en a un tout petit peu dans le milieu. Quand vous allez vous dire, putain, les filles, elles ont pris cher, qu'est-ce qu'elles vont vivre, qu'est-ce qui va leur arriver, comment Sophia va faire pour retrouver son enfant, comment Varinka va faire pour se dépatouiller de son mec, de son mec qui est pas vraiment son mec, mais du fameux Taras. Dans le milieu, vous allez vous dire que c'est intéressant, mais quand le truc se termine d'une manière aussi bizarre, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Je suis mitigée. L'écriture, comme je vous disais, les descriptions étaient bonnes, mais sinon, le reste, les dialogues, ils m'ont ni marqué ni positivement ni négativement, donc je dirais que ça va, mais je suis pas encore dans la catégorie dialogue, donc je mets encore une fois la charrue avant les bœufs. Les descriptions étaient bien, mais il y avait rien de spécialement poétique. Poésie et contemplation, non, il y en avait pas. Suspense et action, il y en avait qu'un petit peu. Réellement, non, ce qui était bien, c'était vraiment les descriptions, et puis c'est tout, hein. Parce que les descriptions de sentiments, c'est toujours extrêmement basique, ça va jamais être original, ça va jamais être... je veux dire, une femme, son mari est mort, elle va vous dire qu'elle est triste, qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose, qu'elle repense à lui, quand elle va dans telle pièce où ils ont fait tel truc, elle le revoit, etc. Tu dis oui, enfin bon, du coup, j'ai pas attendu ce livre pour savoir que ça existait, le deuil et tout ça. Donc il n'y a rien d'original dans la manière... Encore une fois, vous allez me dire, oui, mais t'es dur. Mais je vous ai dit ce que j'avais aimé dans L'ombre du vent. Concrètement, c'était la manière, c'était la beauté des phrases en elles-mêmes, comment c'était décrit. Là, il n'y a pas ça. Il y a concrètement pas ça. L'écriture, elle est pas mauvaise, hein. Jamais je me suis dit, putain, il y a des fautes de français, ou elle est dégueulasse cette formulation, mais elle est complètement quelconque. Jamais je me suis dit, putain, c'est beau comment c'est décrit. Et souvent, je me suis dit, c'est banal, next. Du coup, dialogue, ça m'a pas marqué, mais ça va. Crédibilité, réalisme, oui. Comme je vous dis, les nobles se la pètent, et elles sont assez exaspérantes dans leur côté, ma chère, je suis la princesse de truc et tout ça. Et les pauvres sont effectivement relativement cons, relativement rustres, relativement malpolis, crado, etc. Donc, et puis vous voyez aussi comment les gens vont juger après les ex-nobles quand ils se retrouvent sans le sou à Paris, etc. Et que les gens vont les jeter alors qu'ils leur mangeaient dans la main avant quand ils étaient riches. Ça, c'est bien montré.
Après, c'est pas super original, mais c'est bien montré. L'espèce de cruauté, de jugement immédiat des gens et tout sur la richesse, tout ça. Du coup, l'espèce de tragédie qui va avec, même si moi, j'ai pas trop de pitié pour ça. Un petit peu, hein, parce que c'est cool pour personne d'être à la rue, de galérer à trouver à manger, d'être obligé de se prostituer pour vivre, tout ça. C'est cool pour personne. Donc je me dis pas, merde, j'en ai rien à foutre, parce que juste c'était des riches avant et tout. Mais globalement, je me dis quand même, ouais, enfin... Voilà quoi, au moins ils savent ce que les pauvres vont vivre et ils vont arrêter de se dire que c'est normal et qu'on comprend pas pourquoi ils sont pas reconnaissants. Enfin, j'espère, hein, mais je vous dis, je suis même pas sûre que les deux riches aient compris. C'est pour ça que ce livre m'a pas trop apporté l'épanouissement quand même. Donc originalité côté marquant, non, il y en avait pas. Et du coup, en note globale, j'ai mis 5, parce que comme je vous dis, j'ai trouvé ça neutre en fait. J'ai trouvé que le côté historique était méritait plutôt une note au-dessus, mais l'espèce de romance à la Mormolneux, ça méritait largement moins. Il y a des moments, quand je le lisais, quand j'ai commencé, je vous ai dit au début, c'était pénible, je me faisais chier, j'avais envie de mettre 4, voire moins. J'hésitais vraiment à arrêter. Et après, au milieu, j'ai été prise dedans, il y a eu du suspense, j'ai commencé à trouver que c'était bien et tout ça. Je me suis demandé si j'allais mettre 6. Et en fait, la fin complètement naze m'a fait me dire, bah non, mais non, je redescends, je vais mettre 5. Donc voilà, j'ai fait un peu l'ascenseur dans ce bouquin. C'était pas un truc où tout le long je me suis dit ouais. Il y a des moments où je me disais bah c'est pas mal, et des moments où je me disais c'est vraiment de la merde. Mais globalement, bah du coup c'était juste moyen. Et du coup, attention, je vais spoiler. La fin. Bah, de toute façon, je vous ai déjà dit que ça se terminait en romance à la con, mais... Le truc, c'est que Varinka, vraiment, hein, comme je vous dis, c'était celle pour qui j'avais le plus d'empathie, parce que de base, elle était pauvre. Donc, moi, j'en attendais quelque chose. Je me disais, elle est avec son fameux Taras, qui est violent, qui est lié aux bolcheviks et tout ça. Donc, soit on va finir par en savoir plus sur les bolcheviks, sur ce qu'ils complotent, sur comment ça fonctionne leur mouvement et tout, ce qui m'intéressait vachement. Soit on va voir comment elle va se sortir de ce truc avec Taras. Est-ce qu'il va essayer de la tuer? Est-ce qu'elle va le tuer? Qu'est-ce qui va se passer, machin? Et ben ça se règle elle le menotte sur le lit et elle s'enfuit. Alors que tout le long, on nous a dit oui, il y a des ramifications pas possibles, il a des alliés partout, et même des gens de la police qui travaillent pour eux, machin. Enfin, c'est des gens, on pouvait rien faire du tout. Et soudainement, elle a décidé de prendre ses couilles, elle l'a attachée au lit et elle s'est barrée. Et en plus, elle s'est barrée avec son mec. Mais c'est ça aussi, parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que les romances c'est de la merde, c'est juste parce que t'es pas romantique, machin, mais non. Son mec, elle le croise dans la rue, genre ils se parlent une fois, ils vont au bar ensemble, le mec, la conversation qu'ils ont, le mec lui dit comment embrasser, et elle est en train de triper, en train de s'imaginer qu'ils vont le faire, après le mec se barre sans le faire, du coup elle arrête pas de repenser à lui et de fantasmer sur lui, mais je veux dire, c'est un fantasme d'adolescente, elle le connaît pas le mec. Après quand elle le revoit, il lui dit qu'il est flic, il lui dit bah c'est pas bien d'avoir volé un enfant, il faut que tu le rendes à sa mère. Elle est un peu dégoûtée. Et après, bah, de toute façon, elle se dit que de toute façon, elle va le rendre parce que comme elle a envie d'avoir une histoire avec ce mec, l'enfant l'encombre. Alors ça, vraiment, moi, ça me l'a rendu très antipathique, quoi. Elle arrêtait pas de dire qu'elle l'aimait, cet enfant, etc. Et du jour au lendemain, elle est en mode, ouais, bah maintenant, je suis passée au délire suivant. Maintenant, je veux un mec. Je veux faire mon propre enfant. Putain, mais au début, elle était en mode, il est tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Enfin, limite, c'est le destin qui m'a conduit à lui, machin. Puis, soudainement, elle est en mode, ouais, il m'encombre un peu cet enfant, je vais le laisser à ma mère, ça me saoule et tout. Ouais, effectivement, c'était réaliste par rapport au fait que ce soit une adolescente, mais ça m'a pas plu de suivre un perso qui pouvait fonctionner comme ça. Et ouais, donc son mec, en gros, elle le connaît pas, et elle le retrouve à Paris, et enfin, je veux dire, ils se sont vus 2 fois. Et le mec lui dit, ok, bah viens avec moi, on va se marier, on s'en va ensemble, et elle est en mode, ah oui, c'est génial et tout, c'est un rêve qui se réalise. Meuf, mais tu le connais pas. C'est chaud, quoi. Moi, je me dis, mais elle mériterait que ce soit un autre taré, et un autre taré comme Taras, et qu'en fait, elle se fasse défoncer dans un coin. Enfin, c'est quoi ce délire de partir avec un mec que tu connais pas, juste parce que en gros, elle avait besoin d'un chevalier blanc pour venir la sauver. Le mec est venu, elle y a cru, elle est partie. C'est normal qu'elle soit crue chez Cucu, effectivement. Elle était pauvre, elle était jeune, elle vivait à moitié dans la rue, tout ça. Enfin, c'est crédible, mais pour moi, ça devrait mal se terminer. Je dis pas que c'est pas possible que ça se termine bien. C'est juste que le livre en soi était sombre, il y a eu plein de morts et tout ça pendant le livre, et le fait que tout se termine comme ça, les 3 histoires simultanément qui se terminent en happy end, où chaque happy end, tu te dis mais c'est pas très crédible en fait, et ben c'était trop pour moi.
j'ai l'impression que tu m'as mis des injections de sucre alors que j'étais diabétique. Enfin, j'en sais rien, il y avait trop de niaiseries, là, c'est pas possible. Et du coup, les trois sont comme ça. L'autre, Elisa, son mec qui est mort au début, elle avait voulu refaire sa vie avec Meryl. Meryl est partie à la guerre. Elle a appris qu'il avait eu un accident d'avion, qu'il était défiguré, que machin, c'était grave. Finalement, on apprend soudainement, alors que le chapitre d'avant, il était dans un lit, elle avait peur de le regarder et tout ça. Et quasiment le chapitre d'après, on apprend qu'il s'est remis de ses blessures, qu'il achète un magasin, ils vont vendre des trucs ensemble et ça. T'es en mode, mais what? Le chapitre d'avant, j'étais dans le suspense, justement, parce que je me disais, putain, elle a pris super cher, elle reprend encore super cher, qu'est-ce qui va lui arriver et tout. Et d'un coup, tout est réglé par un coup de baguette magique, genre, l'éditeur avait dit que le livre devait faire 500 pages, j'en étais à 90, je me suis dit, bon, bah, je vais finir les histoires, allez, je mets l'épilogue tout de suite, hein, c'est pas grave, il manquait une dizaine de chapitres, mais en fait, bah non, on passe directement à l'épilogue. Putain, mais sérieux. Et donc, à côté, Sophia, son Afon, nom qui m'a assez fait rire, je sais pas trop comment on doit le prononcer, mais bon, Afon c'est pas terrible non plus. Donc son Afon était mort et elle arrivait pas à s'en remettre, elle était traumatisée de dire que il s'était fait pendre un poteau téléphonique et tout ça. Et en fait elle avait embrassé son cuisinier, enfin son ex-cuisinier de quand elle était riche, au moment où ils étaient tous prisonniers dans une cabane. Et elle se disait, ouais, il a réussi à s'enfuir, mais je sais qu'il a pris une balle, j'espère qu'il est pas mort, il est sûrement mort dans la forêt comme un animal, le pauvre et tout ça. On n'avait plus de nouvelles de lui pendant toute l'histoire. Et l'épilogue, elle le retrouve, et ils se disent qu'ils vont se mettre ensemble et tout ça, tu te dis, putain, à la limite, c'est pas que qu'ils se mettent ensemble, eux, vu qu'ils s'étaient déjà dragués avant. Effectivement, le mec, il faisait partie de son ancienne vie, il la connaissait, on savait qu'il était déjà amoureux d'elle avant, mais il disait rien, parce que justement, elle avait son mari, elle avait sa vie, puis il se disait qu'ils étaient pas de la même condition sociale. Le fait qu'elle en ait plus rien à foutre de la condition sociale, vu que de toute façon, elle a tout perdu, bon, voilà. Donc le fait qu'eux se mettent en couple, dans l'idée, c'est crédible. Mais le mec, il avait disparu dans une forêt, en mode, je suis partie chercher du secours, mais j'ai pas réussi à en trouver, parce que le pays était à feu et à sang, machin. On l'a jamais revu de tout le bouquin. Et dans l'épilogue, soudainement, ils se retrouvent et ils se mettent ensemble. Alors que le mec, on l'avait laissé pour mort la dernière fois qu'on l'avait vu. Pour moi, ça fait trop, c'est pas possible. Tu peux pas me faire sortir un happy end de nulle part comme ça, de derrière ton chapeau pour chaque perso. Réellement. J'ai l'impression qu'il manque un bout de ce bouquin. Donc voilà, pour moi, cette fin ruine complètement le truc. Réellement, le début m'avait déjà pas mal saoulé, mais je me disais, bon, à la limite, c'est pour mieux subir la cassure quand tout va s'écrouler dans leur vie, le fait qu'on nous montre bien avant comment elles étaient superficielles, comment elles étaient avec leurs problèmes de dire quel collier je vais mettre, quelle robe je vais mettre, et comment je vais parler à la comtesse de trucs, et puis il faut faire la queue pour lui parler, je lui ai parlé que 5 minutes, et comment je lui ai parlé, qu'est-ce que je vais lui dire. Bon, voilà, elles avaient des problèmes de merde, mais je me disais, bon, c'est pour contextualiser, ok, on s'est fait chier, mais c'est peut-être pour la bonne cause. Mais non, en lisant la fin, je me dis, mais non, en fait, c'est l'autrice qui est cucu. C'est pas possible autrement, je ne comprends pas sinon comment elle a pu faire ça. Et du coup de dire, ouais, voilà, je mets en scène des femmes fortes et tout. Mais non, mais t'as mis en scène des femmes égoïstes et cucu, et t'as fait triompher l'égoïsme et le cucurbitacé. Je sais pas comment nommer le fait d'être cucu, y a pas de... non, mais la cucufication, ça marche pas, hein, donc... En tout cas, voilà, la naïveté, pour employer un mot plus poli, ouais, elle a fait triompher la naïveté à la fin. Les trois filles qui, tout le long du livre, étaient justement cucu parce que, une parce qu'elle était pauvre et débile, les deux autres parce qu'elles étaient riches et du coup, elles étaient enfermées dans un espèce de cocon où elles connaissaient pas la réalité de la vraie vie. Mais en fait, elles étaient censées avoir pris cher pour devenir plus intelligentes. À quoi ça sert après d'approuver leur connerie quand elles vont avec le premier mec qui passe ou... Enfin, ça c'est pour Varinka, parce que les deux autres c'est pas le premier mec qui passe, mais la fin m'a vraiment dérangée au plus haut point. Donc voilà, pour moi ça restera un livre neutre, quelconque, sans plus. Et j'ai découvert après l'avoir fini que c'était censé être le deuxième, parce que je savais que c'était le deuxième livre de l'auteur, parce que c'était écrit au début. Oui, le machin des Lilas a fait best-seller du prix, du machin, du truc. Mais je me suis dit, oui, et alors je suis pas obligée de le lire. Bon, je me disais quand même que c'était chelou, parce que celui-là parlait de rose, celui d'avant parlait de lilas. Je me suis demandé si on allait finir dans la cave avec Iris et Violette, mais surtout, je me suis demandé si c'était des suites. Et je me suis dit, bon, non, je pense pas, on nous l'aurait précisé dans le résumé. Donc je pense toujours pas, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, le concept de cet auteur, c'est de prendre des femmes, justement, de grandes familles et de montrer leur évolution
de cette grande famille à travers les siècles. Donc si j'ai bien compris, les lilas c'était avant, donc c'était plus ancien, j'imagine que ça devait être dans les 1800 et des brouettes. Et après, son suivant, ça sera sûrement plus récent. Je suppose, mais je ne fais que supposer, hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, je me dis, j'aurais lu le 2e tome éventuellement d'une saga, mais je ne lirai ni le précédent ni le suivant parce que j'ai pas... Enfin voilà, hein. Pour moi les défauts sont vraiment trop gênants. Réellement, si quelqu'un me disait... Bah oui, le précédent ou le suivant, il est totalement différent, je veux savoir ce que t'en penses, etc. Je pourrais le lire, parce que j'ai mis 5, c'est quand même la moyenne. Mais c'est pas non plus nul. Mais en tout cas, moi, de moi-même, j'ai pas envie d'y retourner. Je me dis, non, quoi. J'ai eu l'impression plus de galérer que de trouver des choses intéressantes, même s'il y avait des choses intéressantes. Encore une fois, je vous dis, le côté historique était bien. Mais je suis venue pour ça, j'ai eu ça, et rien de plus, et un petit peu de négativité en plus, quoi. Malheureusement... on a mis du fromage dans mon chocolat. Pour rester dans les métaphores de bouffe. Je suis désolée, mais moi, cette romance m'a dégoûtée. Sur ce, comme je vous disais, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.